Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. C'est parti pour le 44e conseil annuel de l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le coup d'envoi est donné par le Premier ministre chef du gouvernement, une rencontre importante pour le développement des activités portuaires. Développer les compétences des élèves en calcul et en français. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire en fait une priorité. L'exemple est donné dans la commune de Matoto où plus de 3000 enseignants renforcent leur capacité sur la question. Et puis vous l'avez vu, nous allons faire un gros plan ce soir sur l'agriculture hydroponique. Il s'agit de cultiver des plantes hors sol. C'est un concept qui est en train d'être expérimenté dans notre pays et on va en parler dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a donc présidé ce lundi la cérémonie d'ouverture des travaux du 44e conseil annuel de l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette rencontre se déroule sous le thème « Optimiser la desserte de l'arrière-pays, défis de connectivité, fluidité et fiabilité ». Ces assises constituent une étape clé pour renforcer la coopération régionale dans le domaine portuaire. Hadi Kamara. Les représentants de 20 pays et 24 ports de la région se donnent rendez-vous à Conakry au compte du 44e conseil annuel et de la 19e table ronde des directeurs généraux de l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, AGEPA aussi en abrégé. Ces acteurs clés du développement portuaire de la région veulent changer de paradigme pour améliorer l'environnement de ce secteur. La connectivité entre les ports et l'arrière-pays repose sur des réseaux d'infrastructures variés, comprenant les routes, les voies ferrées, parfois même des voies fluviales. C'est pourquoi le port autonome de Conakry accorde une importance de choix à ces défis qui consistent également à soutenir les efforts de développement des pays d'Interland à travers des efforts de services de qualité. Selon les statistiques, près de 10 000 milliards sont investis au cours des dernières années. Une manière de continuer à améliorer les infrastructures portuaires afin qu'elles répondent aux exigences des navires de grande capacité et des chaînes logistiques internationales. La vision courageuse du président de la République de Guinée et son leadership éclairé insuffle une énergie nouvelle non seulement à sa nation, mais également à l'échelle de notre communauté sous-régionale. Sous sa direction, la Guinée s'est engagée dans une transition historique qui repose sur les valeurs de souveraineté, de justice et de prospérité partagée. Ce chemin, bien que parsemé de défis, incarne une promesse d'avenir pour le peuple guinéen et pour tous ceux qui, comme nous, croient en une Afrique forte et unie. Le transport et la logistique jouent un rôle essentiel dans le développement économique et social des régions éloignées des ports. Et il est donc essentiel d'identifier les moyens d'améliorer cette desserte pour favoriser la croissance économique et l'accessibilité aux marchés internationaux. Ce thème crucial nécessite une réflexion approfondie et des solutions innovantes pour relever les défis de connectivité, de fluidité et de fiabilité. Pour le ministère des Transports, le secteur maritime portuaire a connu de profondes mutations depuis l'avènement de la gouvernance du CNRD, permettant ainsi d'améliorer les performances du port de Conakry en le positionnant comme le premier port conteneur. La Guinée s'inscrit dans cette dynamique qui permet de renforcer la collaboration et la connexion des acteurs de ce monde afin d'assurer le flux d'activité au sein de nos ports. Avec notre accès à la mer, c'est-à-dire à l'océan Atlantique, nous ambitionnons de partager cet avantage comparatif avec nos frères de l'intérieur du continent. Il y a 2 semaines, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed me disait « Vous avez une chance, vous avez la mer, vous avez un port, profitez-en et nous allons en profiter pour faire bénéficier
tous les pays africains sans littoral tels que le Mali, le Burkina, le Niger et peut-être le Tchad, pourquoi pas, pour que nous puissions innerver l'intérieur du continent des lignes de chemin de fer comme Dieu nous a permis d'avoir des fleuves qui innervent une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. La zone de libre-échange économique ne sera pas une réalité tout à fait efficace et proactive si nous n'avons pas les voies de chemin de fer. Et c'est la raison pour laquelle la Guinée va construire de nouveaux ports, va faire de telle sorte que l'axe du transguinéen puisse un jour atteindre la Côte d'Ivoire. L'axe central, c'est-à-dire le tracé historique de Conakry-Kankan, va être relancé. Optimiser la desserte de l'arrière-pays, défi de connectivité, fluidité et de fiabilité. C'est le thème de cette édition de Conakry qui met l'accent sur la valorisation et l'accélération des investissements portuaires en Afrique. Au même moment, à Kouroussa, les actes posés par le CNRD continuent de séduire la population. Dans la commune rurale de Koumana, du beau monde était mobilisé hier pour réserver un accueil chaleureux à la famille présidentielle. Les sages de la savane guinéenne ont formulé des bénédictions pour le chef de l'État et une journée de reconnaissance pour aussi réaffirmer leur adhésion aux multiples actions du général Mamadi Doumbouya en faveur de notre pays. Le point avec Mamadouba Diansane et Diamokaba. De Nabaya à Amana, la mobilisation est exceptionnelle pour dire oui aux idéaux du général Mamadi Doumbouya. Au cœur de ce long cortège, la famille présidentielle. Ici à Koumana, une commune rurale de Kouroussa, elle reçoit tous les honneurs. Toutes les couches sociales sont là pour applaudir l'esprit patriotique du président de la République. Sur cette place publique, de l'effervescence pour apprécier les acquis du CNRD. Principale raison de cette ferveur populaire, la lecture du Saint-Coran. Venus de toute la savane guinéenne, les sages égrènent toutes les bénédictions à l'endroit du chef de l'État. Une nouvelle synergie d'action est mise en œuvre en faveur d'une Guinée qui bouge. Après la lecture du Saint-Coran, suivie d'un grand sacrifice, des prières et bénédictions sont dites pour le chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Président Mamadi Doumbouya, derrière ce rendez-vous religieux, un autre moment de reconnaissance pour magnifier des jalons posés par la transition. La population de Koumana affiche ses adhésions aux idéaux du président de la République. Fortement mobilisée, la sensibilité de la famille présidentielle est touchée en recevant cet acte symbolique en signe de respect et de considération. De belles promesses sont tenues pour exposer l'engagement du chef de l'État. Anakuna sidenna naya ana ministre badi mais okipeni ana seneke kola akoko sanato misiri menga ka keroka accompagnement ke pour que gibonu nyombre kana na tieni na samamutu ministre ko kabra lola. Koumana a été victime d'un épisode pluvieux. L'inondation a même touché les champs de riz. Ce phénomène a touché le chef de l'État après avoir visionné les images. Il a donc donné des instructions au ministre de l'Agriculture pour prendre des dispositions. Dans son agenda, plusieurs opportunités sont à offrir dans plusieurs domaines. Du pèlerinage en passant par l'hydraulique villageoise, général Mamadi Doumbouya est très engagé à soutenir les populations locales. Arabie Saoudite. Anna yigi dentre mo watani di kabla ke mo watan landina Arabie Saoudite bulu nalaw tala diramba kamo balla do lawka
an fana ni na yigila de bɛn kɛ san natɔ n'Ala taala dira an ma n'i bɔra yen i b'a ye alabaden vivera a juba ye ji le di ji dana tɛmɛ ni kelen tiɲɛli di furazi fila k'o bɛra di an Sidiki la groupement ma k'a di kumana ma mɔgɔ min o to i ji la olu si tɛ ne bolo masakɛ b'ale si mɛnɛ na kumana ma yɔrɔ kumana k'a bɛɛ do lamɛn. L'événement est organisé par le groupement Sidiki Keita de Koumana pour la stabilité et la quiétude sociale dans le pays. Il annonce également la fin du tournoi doté du trophée général d'armée Mamadi Doumbouya pour prôner l'unité. Désormais à Kouroussa, des ambitions communes se rejoignent pour accompagner le général Mamadi Doumbouya. Depuis le 5 septembre 2021, la préfecture de Gawal a aussi enregistré plusieurs actions de développement, surtout dans le domaine du système éducatif. Voilà donc qui amène les enseignants de la préfecture, à travers les autorités, à organiser une grande manifestation de reconnaissance à l'endroit du CNRD et à son président, général Mamadi Doumbouya. Les détails avec Sona Sagno et Sarafoudine Diallo. Cette manifestation de réjouissance à l'endroit du CNRD et de son président, le général Mamadi Doumbouya, a commencé par ce carnaval géant de la direction préfectorale de l'éducation de Gawal jusqu'à la préfecture. Autorités éducatives, enseignants, parents et élèves de Gawal avec des pancartes scandent des slogans en faveur des autorités de la transition. Nous sommes tous témoins des actions salvatrices enregistrées et les projets ambitieux en cours ça et là à travers tout le pays. On peut citer la couverture médicale des fonctionnaires et des retraités à la hauteur de 80%, la création de plus de 20 000 emplois pour les jeunes, dont 10 000 à l'éducation, la construction de 1000 salles de classe pré-primaire. Nous disons merci pour avoir compris que la solution pour la Guinée, c'est bel et bien le général Mamadi Doumbouya. En plus du projet de bitumage, de la voirie urbaine, l'électricité, plusieurs autres actions de développement sont engagées à Gawal par le gouvernement. Nous à Gawal ici, vraiment on est très satisfaits. Il y a eu beaucoup de changements. On n'avait pas de l'eau, on n'avait pas de courant. Et depuis que Gawal et Gawal, c'est notre première fois de voir le bitumage. Plus de 136 enseignants recrutés au compte des collectivités territoriales de Gawal. Une satisfaction pour les nombreux fonctionnaires qui décident de rendre ce vibrant hommage au chef suprême des armées. Général Mamadi Doumbouya, que nous sommes admis à la fonction publique. C'est le moment de les remercier, c'est le moment de reconnaître réellement cette action, cette offre qu'il nous a faite. Le général Mamadi Doumbouya, je le dis sans risque de me tromper, est l'homme de la solution pour le bonheur de tous les Guinéens. Cette journée de manifestation et de soutien a été couronnée par ce match de football au terrain du bataillon d'infanterie militaire. Des séries d'activités organisées par la direction préfectorale de l'éducation et l'association des enseignants et amis de l'école. Dans le reste de l'actualité, je le disais au sommaire, la maîtrise des compétences de base en calcul et en français reste une préoccupation majeure pour le ministère de l'enseignement préuniversitaire. La direction communale de l'éducation de Matoto s'engage à relever le défi et entame déjà plusieurs réformes. Plus de 3200 enseignants des écoles élémentaires sont en formation en pédagogie active sur fonds propres de la DCE. Abdoulaziz Baldé. La qualification du système éducatif repose également sur le renforcement des capacités des enseignants. À travers la direction communale de l'éducation de Matoto, plus de 3200 enseignants des écoles élémentaires publiques privées suivent une formation en pédagogie active. Le français et calcul écrit sont les matières privilégiées pour cette première étape de donner et recevoir. Mon objectif, l'objectif du président de la République, l'objectif du ministre Sedi, c'est la salle de classe. Si les enseignants qui enseignent les enfants, surtout à l'élémentaire, s'ils sont bien formés, les enfants seront également bien enseignés. L'enfant qui quitte le primaire, il faut qu'il sait écrire correctement, lire correctement et sait compter. Si les trois là sont réunis, cet élève-là ira très loin. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire travaille depuis l'avènement du CNRD sur le renforcement des compétences et capacités pédagogiques des enseignants.
Le calcul et le français restent le pilier de l'apprentissage, d'où cette mobilisation des enseignants de Matoto. Nous attendons deux choses de ces enseignants, la restitution et l'application. Parce qu'on ne peut pas parler de l'éducation sans la formation. Il faut la formation, il faut que l'enseignant soit bien formé pour répondre aux attentes du gouvernement et de la nation. La maîtrise des compétences de base en calcul permet aux enseignants d'inculquer une rigueur logique et une capacité de raisonnement à nos jeunes apprenants. Du 15 au 30 novembre 2024, ces 3230 enseignants des écoles élémentaires seront outillés en compétences pédagogiques. Plusieurs modules seront enseignés pour le bien des élèves et pour leur pratique de classe. Et puis, une délégation de l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan vient d'effectuer une visite à l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue. Il était question pour la délégation de prendre contact avec les responsables de l'Institut et de mettre en place un plan d'action pour la concrétisation d'un accord de coopération entre les deux parties. Abraham Christophe Conté. La collaboration entre les institutions d'enseignement international, une nécessité pour la promotion de l'innovation. En séjour en Guinée, le président de l'UFR de criminologie d'Abidjan s'est rendu à l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives. Une visite prévue par les deux institutions après la signature d'une convention il y a quelques semaines à Abidjan. C'est dans le cadre d'un projet de partenariat stratégique visant à renforcer les liens académiques et les pratiques pédagogiques. C'est la concrétisation en fait de la convention de partenariat signée entre notre institut et l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody Abidjan. Ça cadre avec la vision, monsieur le ministre, de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation et sous le leadership de monsieur le président de la transition, la coopération interuniversitaire entre les universités du Sud. C'est dans cette optique que nous avons une similitude avec l'UFR de criminologie d'Abidjan. Nous avons jugé nécessaire de collaborer avec eux. Cette visite a permis à la délégation de l'UFR de criminologie d'Abidjan d'évoquer avec le personnel de l'IFPIDCA de Guinée les opportunités sur des initiatives conjointes en matière de recherche, de formation et d'innovation. Il était question effectivement que nous puissions voir comment on pourrait contribuer à la réalisation de la vision du ministère visant donc à former 1000 PhD, 5000 masters. Et donc à l'issue des échanges, on était convenu qu'il y ait des conventions qui soient signées entre les différentes institutions universitaires ou même supérieures de la République de Guinée et nos universités. Les équipes de l'UFR de criminologie d'Abidjan et de l'IFPIDCA de Guinée ont convenu d'une collaboration franche pour enrichir les programmes académiques et offrir aux étudiants une expérience professionnelle qualifiée. Dans l'actualité encore, la Guinée a désormais un manuel de partenariat public-privé. C'est le résultat de 3 jours de travaux qui ont permis de passer en revue l'ensemble des outils de gestion du cadre de partenariat public-privé. Le processus est appuyé par le groupe de la Banque mondiale à travers la Société financière internationale. Mamadi Gassama. 3 jours, c'est le temps imparti pour passer au peigne fin le manuel de partenariat public-privé. Plusieurs suggestions ont été formulées et des points d'attention relevés. Tous les ministères se sont retrouvés ici pour valider ces documents qui vont permettre à la République de Guinée de vraiment mettre en œuvre les projets PPP dans les conditions les plus rassurantes. Nous avons été outillés de toutes les compétences qu'il faut pour tout projet de PPP. Et des exemples concrets nous ont été donnés aussi à travers la gestion du déchet, de l'eau, de l'électricité, du transport, etc. Ces nouveaux outils permettront aux autorités contractantes et à l'unité PPP de qualifier leur méthode de travail, reposant notamment sur l'étude de faisabilité, les procédures d'attribution. À cela s'ajoute la rédaction et le suivi des contrats. Au nom du président, le général Mamadi Doumbouya, et le Premier ministre, M. Amadou Ouriba, remercier les partenaires techniques et financiers
singulièrement le groupe de la Banque mondiale pour son accompagnement continu au processus de réforme, pour la formulation et la mise en œuvre d'un programme de partenariat public-privé en Guinée. Dans ce processus, la Guinée bénéficie du soutien du groupe de la Banque mondiale à travers la Société financière internationale SFI. Dans les prochains jours, le document fera l'objet de vulgarisation pour le plus grand bonheur des différents acteurs impliqués dans le processus. Merci à Mamadi Gassama. Et c'est dans ce contexte justement que s'ouvre demain à Conakry les travaux du colloque et de l'Assemblée générale de l'Association internationale des services du Trésor. Nous en parlons avec notre invité sur ce plateau. Bonsoir à vous, Monsieur Kabinet Traoré. Bonsoir, Monsieur Camara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. La Guinée abrite donc à partir de demain ces travaux conjoints du colloque et de l'Assemblée générale de l'Association internationale des Trésors. Tout d'abord, Monsieur le directeur, quel est le lien entre la Guinée et cette institution? Il est important déjà de signaler que l'Association internationale des services du Trésor, c'est une association aujourd'hui qui regroupe 29 pays. Et ces 29 pays sont répartis sur les 4 continents. Et la Guinée est un membre extrêmement important parce que la Guinée fait partie des membres fondateurs de l'Association internationale des services du Trésor. Et à ce titre, la Guinée a joué un rôle prépondérant aussi dans les activités de l'Association internationale des services du Trésor. Alors, ces travaux qui vont donc débuter demain à Conakry consacrent donc le rôle primordial que la Guinée joue, continue d'ailleurs de jouer au sein de cette association internationale des services du Trésor. Quels sont les enjeux de la rencontre de Conakry? Quels sont les défis? Alors, les enjeux sont énormes. Vous avez souvenance certainement pour beaucoup d'entre nous que nous avons des défis énormes aujourd'hui à relever en ce qui concerne la mobilisation, par exemple, des ressources. Et la mobilisation des ressources est un élément, mais il est aussi question de sécuriser ces ressources-là. Et l'Association internationale des services du Trésor, si vous voulez, on a aujourd'hui l'opportunité unique en Guinée de recevoir des personnalités importantes, des acteurs importants des services du Trésor avec lesquels des réflexions vont être menées avec pour objectif final l'amélioration pratiquement non seulement du cadre réglementaire mais aussi de faire en sorte que les services du Trésor dans les différents pays puissent jouer le rôle qui est le leur. Alors, le thème de cette rencontre est en lien d'ailleurs avec la place du comptable dans la digitalisation des outils de gestion. En quoi ce thème est-il important? Alors, la digitalisation est aujourd'hui au centre de beaucoup de débats. Il faut noter que la transformation numérique des services du Trésor est aujourd'hui devenue une thématique qui occupe beaucoup de nations. Il faut aussi faire observer que lorsque vous prenez le cas de la Guinée, par exemple, au niveau des services du Trésor, l'un des objectifs qui nous sont assignés, c'est de faire en sorte que l'État, en tout temps, puisse honorer ses engagements en ce qui concerne le paiement des factures des entreprises. Donc, les services du Trésor jouent un rôle extrêmement important si vous voulez, dans le fait de fluidifier l'économie nationale aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la digitalisation? On peut faire en sorte, par exemple, qu'on ait beaucoup plus de traçabilité. On peut aussi faire en sorte que, au niveau des services aujourd'hui qui sont fournis aux différents intervenants, aux entreprises, mais aussi aux différents acteurs de la chaîne des dépenses, on peut faire en sorte qu'ils aient des services qui soient beaucoup plus optimisés sur les délais, mais pas seulement sur les délais, mais sur la qualité des services aussi. Donc ça me donne d'ailleurs l'opportunité de, si vous voulez, de mentionner quelques exemples qu'on a, parce que lorsque vous prenez les services de la gendarmerie, par exemple, et vous souviendra que, je peux vous donner justement une petite idée, pas plus tard qu'en mai 2023, on avait pratiquement 0 recette qui était collectée. Et aujourd'hui, grâce à la digitalisation de ce service, on est arrivé quand même à mobiliser près de je dirais pas loin de 1 milliard de recettes au titre de contravention. Donc c'est juste un élément justement pour expliquer combien il est important aujourd'hui de digitaliser
Pour revenir encore aux éléments que j'ai évoqués plus tôt, à savoir la mobilisation des recettes, la sécurisation des recettes, la question de redevabilité qui est centrale aussi. Mais il ne faut pas oublier non plus que derrière ce concept de digitalisation, il y a aussi les enjeux de sécurisation aussi. Alors, sécurisation dans le sens de la cybercriminalité, parce qu'il est important d'assurer que les systèmes qu'on a en place aujourd'hui soient des systèmes robustes aussi. Donc il y a la question de la maintenance, il y a la question de la cybersécurité, il y a la question de la transparence aussi, que je n'ai pas évoquée, hein, la transparence envers nos concitoyens. Et il y a aussi un élément extrêmement important qu'il faudrait aussi noter, parce qu'il faut aujourd'hui que les services que l'État offre à ses citoyens soient rapprochés des citoyens. Donc la digitalisation permet aujourd'hui de faire en sorte que les citoyens, où qu'ils soient sur l'étendue du territoire, puissent aussi bénéficier des services que l'État offre. Alors, monsieur le directeur général, les travaux de Conakry, du colloque et de l'Assemblée générale de l'Association internationale des services du Trésor s'alignent aussi dans la vision Simandou 2040. À ce niveau, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, Simandou 2040, on entend tous parler de Simandou 2040 aujourd'hui, mais il y a deux composantes, il faut le dire. Il y a le projet en lui-même, hein, le projet Simandou, et c'est un projet massif. On parle au bas mot de, parlons de 20 milliards de dollars quand même, et 20 milliards de dollars, c'est pas loin du PIB de la République de Guinée. Vous avez aussi le programme Simandou 2040, et ce programme aujourd'hui est fléché sur le projet Simandou. Ça veut dire quoi concrètement? Aujourd'hui, l'objectif des autorités qu'il faut saluer, avec, n'est-ce pas, à la tête le général de corps Mamadou Doumbouya, qui a réussi l'exploit de faire en sorte que ce projet soit aujourd'hui une réalité. Ce qu'on veut aujourd'hui, ce projet est un catalyseur, va servir de catalyseur pour pouvoir littéralement permettre à la Guinée d'amorcer son émergence. Alors, donc, il est extrêmement important qu'à tous les niveaux, aussi bien au niveau du Trésor, au niveau de tous les services, parce que le ministère de l'économie et des finances à laquelle appartient la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique est un ministère transversal. Donc, en ce sens que nous devons créer les conditions, nous devons faire en sorte que les différents acteurs, aussi bien sur la chaîne des dépenses qu'au niveau des différents ministères, puissent avoir le support dont ils ont besoin afin qu'ils puissent au maximum profiter des retombées de ce projet Simandou 2040. Et là, vous avez un effet multiplicateur qui est extrêmement important, aussi bien dans le secteur agricole, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé. Dans tous ces secteurs, on va bientôt avoir des projets intégrateurs qui, à terme, par le biais naturellement aussi de la direction, des services qu'on mettra à la disposition des différents acteurs, vont permettre à la Guinée d'être ce pays qui nous est tant cher. Ouais. Tout ça grâce donc à la clairvoyance du général d'armée Mamadi Doumbouya. Les travaux débutent donc à partir de demain. En attendant, quelles sont vos attentes? On en est où avec l'organisation? Alors, l'organisation, cette question pour laquelle je vous remercie également me donne l'opportunité d'adresser un grand merci à l'équipe déjà qui travaille là-dessus. C'est une équipe qui a été complètement dévouée, qui a été mise à la tâche, dès qu'elle a été mise à la tâche. Et il faut aussi saisir cette opportunité pour remercier le comité de pilotage qui a été mis en place, sans naturellement oublier Monsieur le ministre des Économies et des Finances, dont j'hérite, n'est-ce pas, la présidence. Alors, quelles sont nos attentes? Les travaux débutent le 19 avec des tables rondes sur différentes thématiques, dont la question de la digitalisation que nous avons évoquée plus tôt. Et à la fin de ces travaux, il est clair que puisque là, nous avons l'opportunité d'avoir les décideurs, les dirigeants des services du Trésor et de la comptabilité de 29 pays. Donc nous avons aujourd'hui l'opportunité, nous avons aujourd'hui à notre disposition une plateforme d'échange qui va nous permettre d'échanger sur beaucoup de sujets qui nous sont propres. Donc vous allez avoir par exemple des délégués qui viennent de la Mauritanie. Alors je dirais que le contexte, n'est-ce pas, de la comptabilité de la trésorerie en Mauritanie ou en Côte d'Ivoire n'est pas très éloigné des problématiques qu'on a. Donc concrètement, ça veut dire que
Nous attendons que nous puissions nous enrichir mutuellement de ces différentes expériences, mais nous attendons aussi que des recommandations extrêmement fortes découlent de ces assises afin que le trésor et la comptabilité publique de demain soient un trésor public, je dirais, opérationnel, efficace et au service des citoyens. Ouais. À quelques heures donc du début des travaux, vous confirmez que tout est prêt? Alors, je peux confirmer que tout est prêt. Oui. Je peux aussi confirmer que nous avons reçu les délégués aujourd'hui. On a fait le plein à la République de Guinée et on s'apprête à avoir, naturellement, à partir de demain, des sessions qui seront extrêmement enrichissantes. Et j'en profite naturellement aussi pour vous remercier pour cette opportunité qui nous a été offerte, tout l'accompagnement dont on a pu bénéficier. Et j'en profite aussi naturellement pour remercier le ministère de l'Économie et des Finances pour la qualité du support dont on a bénéficié. Ouais. Nous aussi, il ne nous reste plus qu'à vous dire grand merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Kabinet Traoré, vous êtes donc le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Nous avons donc parlé de ce colloque, des travaux de ce colloque et de l'Assemblée générale de l'Association internationale des services du Trésor. Les travaux qui débutent donc à partir de demain. Je vous remercie, M. Kamara. Merci, M. Traoré. Merci. Mesdames et messieurs, dans le reste de l'actualité, le comité des assises a rencontré les responsables de la direction des archives nationales. Il est question de rappeler aux responsables de ce service l'importance des archives et les recommandations portant notamment sur la déclassification des documents en lien avec certains faits de l'histoire de la Guinée. La démarche vise à établir la vérité pour consolider la paix dans notre pays. Amadou Touré. Pour le suivi des recommandations issues des assises nationales, le comité de supervision rencontre les autorités de la direction des archives nationales. L'initiative vise à attirer l'attention des responsables de ce service sur la place et le rôle des archives dans la maîtrise de notre passé commun, gage de stabilité et de paix sociale d'une part, et de l'autre sur l'application de l'une des recommandations des assises, celle portant sur la déclassification de certaines archives de notre passé. Les archives nationales sont concernées à plusieurs niveaux parce qu'il y a une recommandation qui demande à ce qu'on fasse l'écriture de l'histoire générale de la Guinée. En fait, il y a un groupe de recommandations qui traite de la vérité historique de notre pays. Alors, on ne peut pas parler de vérité historique d'un pays sans faire allusion aux archives, parce que c'est les archives qui nous permettront d'asseoir notre conviction sur un tel autre fait. Alors, c'est la raison pour laquelle on est là. Il y a une recommandation qui demande à ce qu'il y ait des démarches pour obtenir la déclassification des archives de la Guinée, qui portent sur la Guinée, se trouvant à l'étranger également. En réponse à cette requête, le directeur des archives nationales a salué la démarche du président de la République par rapport aux intérêts que les archives représentent dans ce travail gigantesque, avant d'indiquer: pour une fois dans ce pays, on fait un travail et on s'assure que le travail est achevé et mené à bout. Les assises nationales, tous les Guinéens ont participé aux assises nationales, les Guinéens ont fait des recommandations et le gouvernement a pris une excellente initiative de s'assurer du suivi et de la mise en œuvre de ces recommandations. Avant de quitter les locaux de la direction, les membres de la commission ont visité certains magasins afin de s'enquérir des conditions de conservation des documents. Et nous allons prendre maintenant la direction de Bakou, où se poursuivent les travaux de la COP29. Sur place, les différentes délégations préparent la dernière ligne droite de négociation. Et c'est justement dans cette lancée que les ministres africains de l'environnement se sont réunis pour fixer le cap dans les négociations climatiques. L'Afrique veut parler d'une même voix et défendre une position commune. Mamadou Alpha Baldé est notre envoyé spécial à Bakou. Annoncées comme la COP de l'argent, les différentes délégations présentes à Bakou poursuivent les négociations pour tenter de mobiliser plus de ressources en faveur de l'adaptation, des pertes et dommages ou encore des crédits carbone. C'est la COP de l'argent, la COP des finances. Le groupe africain a demandé 1,3 milliard de dollars parce que c'est ce que nos contributions déterminées ont dit. C'est ce que la science dit comme minimum pour qu'on soit sur une trajectoire qui est sobre en carbone, résiliente. Et la discussion est que jusqu'où les pays développés sont sérieux avec ce processus. Ce qui doit se passer ici, il doit y avoir des principes qui doivent guider, les principes du pollueur-payeur, du principe de la responsabilité commune mais différenciée,
Pendant que la COP29 se dirige vers sa deuxième semaine, les ministres africains de l'environnement et l'essentiel des organismes du continent se réunissent. Il est question d'harmoniser les positions. L'Afrique est aujourd'hui l'un des plus puissants groupes de négociation dans les différentes COP. Lors de nos débats, nous avons échangé sur une question centrale pour le continent, qui est celle du financement du changement climatique. C'est un enjeu crucial pour l'Afrique, car notre continent est peu responsable des émissions des gaz à effet de serre. En tant que ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République de Guinée, j'ai mis l'accent sur une question stratégique pour notre continent et particulièrement au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui est celle de la préservation du massif du Fouta Djallon. Nous sommes conscients que l'exploitation minière doit se faire dans le strict respect de l'environnement et des communautés locales, conformément à la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. À la tête de la délégation guinéenne, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a eu plusieurs rencontres bilatérales, comme ici, avec des officiels de la Banque africaine de développement ou encore la ministre rwandaise de l'Environnement. Les deux ministres ont échangé longuement sur différents projets à mener entre la Guinée et le Rwanda dans le cadre environnemental. Merci à Mamadou Alpha Baldé. Retour en Guinée et nous allons parler, je le disais au sommaire, de l'agriculture hydroponique, un système agricole qui consiste à cultiver hors sol. Cette innovation dans l'agriculture est un projet porté par Agrimine Guinée Prospérité, une organisation non gouvernementale qui a réuni une cinquantaine de jeunes étudiants pour les former à cette nouvelle technique agricole. Abakar Junior Kamara. L'agriculture hydroponie, un concept agricole en phase de vulgarisation en Guinée. Agrimine Guinée Prospérité pilote ce projet de résilience pour l'autosuffisance et générateur de revenus. Technique de culture hors sol, la mise en place des systèmes hydroponiques, la rentabilité et l'entrepreneuriat dans l'agriculture. Voilà entre autres thématiques abordées au cours de cette séance de formation. L'expertise étrangère est sollicitée. Après tous les cycles universitaires, ça ne sera pas facile pour eux d'être intégrés tout de suite dans la fonction publique. Donc, au lieu de rester à la maison, gaspiller le temps, donc on s'est dit, on partage cette activité avec eux, cette expérience nouvelle agriculture moderne en Guinée, et ensemble on va développer. L'objectif, c'est de permettre aux participants d'apprendre les méthodes saines et les méthodes de production qui sont plus rentables et puis qui donnent des légumes sains qui durent en conservation et tout. Dans l'avenir, ces personnes qui sont venues pour apprendre là, qu'ils arrivent aussi à combler une partie des problèmes de légumes pour la consommation des Guinéens. La Guinée, pays agricole par excellence, réfléchit sur une nouvelle méthode de procédures agricoles permettant d'accroître la rentabilité, mais surtout pratiquer une agriculture respectueuse de l'environnement. On compte beaucoup sur le gouvernement pour embaucher, pour créer de l'emploi. C'est le secteur privé qui emploie, qui crée l'emploi. Et aujourd'hui, on va vers l'entrepreneuriat. On a le grand projet Simandou, qui est le projet d'avenir pour ce pays-là. Un des volets de Simandou, c'est l'agriculture, justement. Il n'y a pas que les mines. Et c'est une chance pour vous. Je peux vous dire que vous êtes chanceuse et chanceux de bénéficier de cette formation-là. Cette innovation dans le système agricole intéresse 50 jeunes pour cette première phase. L'idée est de former les ingénieurs agricoles, les entrepreneurs agricoles et autres acteurs de développement rural. Ainsi, l'ONG Agrimine Guinée Prospérité compte élargir ses objectifs à court, moyen et long terme afin d'établir une passerelle d'innovation entre l'agriculture traditionnelle et celle moderne. À Farana, des conseillers agricoles impliqués dans la mise en œuvre des activités du projet de développement des chaînes de valeur du riz en Guinée viennent également de suivre 4 jours de formation. C'est un renforcement de capacité en matière de champs-écoles, notamment les techniques de production de la tomate et de l'oignon. Ibrahima Oulien Fofana. Ici, nous sommes au centre de vulgarisation de Yatia dans la préfecture de Farana. C'est un rendez-vous qui mobilise les conseillers agricoles de la Haute-Guinée et la Basse-Guinée. Ce renforcement d'aptitude est initié par le Service national de la promotion rurale
et du Conseil agricole Serproca. Une stratégie pour booster le monde paysan. C'est pour moi un immense honneur et un grand plaisir d'être là, devant vous et de prendre la parole à l'occasion de cet atelier de vulgarisation des itinéraires techniques de production des cultures maraîchères à travers les champs écoles paysans, les techniques d'installation et de préparation du compost. Une cérémonie organisée pour le monde rural qui évolue dans le secteur agro-pastoral. Nous sommes à la fin de la campagne agricole 2024, période propice à la culture maraîchère. Ici, les nouvelles techniques de la production de la tomate et de l'oignon sont mises en avant. Une initiative appuyée par le projet de la chaîne de valeur du riz. Cette formation, dans un premier temps, vise à renforcer les capacités des conseils agricoles en matière d'appui conseil agricole aux producteurs. Ensuite, les enseigner sur les techniques de mise en place des champs maraîchers. Le projet, dans son approche, a visé des spéculations particulières. Donc, ces spéculations ont été mises en exergue, à l'occurrence la tomate et l'oignon. C'est un projet qui touche 4 préfectures en Basse-Guinée, comme Koya et Bofa, et 3 préfectures en Haute-Guinée, Dinguirey, Sigiri et Kouroussa. Les conseillers agricoles quittent ce cadre de partage mieux outillé en technique de préparation et d'installation du compostage. Et puis 300 femmes des îles de Los et du port artisanal de Teminataï viennent aussi d'être formées aux bonnes pratiques de traitement et de fumage de poissons. La formation est financée par le ministère de l'Enseignement technique à travers l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. L'idée est d'améliorer la qualité de nos produits halieutiques et de renforcer le pouvoir économique des femmes. Moussa Koumara. Le poisson, un des aliments les plus consommés en Guinée, est vendu sur tous les marchés, surtout le poisson fumé. Très prisé, son travail s'est fait dans des conditions difficiles par les femmes sans aucune maîtrise des normes sanitaires. Ici au port artisanal de Teminataï, situé au cœur de Kaloum, 300 femmes venues des coopératives de Conakry sont formées aux bonnes pratiques de fumage par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. On a déroulé cette formation pour qu'on apporte de l'innovation dans le mode opératoire des dames qui sont là, qui travaillent, vous voyez, et qui vivent de leur travail de fumage de poisson. Donc, nous, après cette formation, on s'attend à ce qu'elles soient sensibilisées sur l'hygiène alimentaire, donc sur la propriété dans cette activité. Dans ce centre de fumage de Teminataï, toutes les bonnes pratiques de manipulation des produits halieutiques ont été enseignées par ces cadres de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture. Le fumage a commencé d'abord par le nettoyage du centre de fumage, le nettoyage du four, le nettoyage des clés sur lesquelles le poisson doit être posé et avec des brosses métalliques et tout l'équipement qu'il fallait pour la pratique. La formation dispensée a été 100% pratique. Une aubaine pour ces fumeuses de maîtriser et de comprendre les nouvelles techniques de traitement du poisson, leur permettant d'avoir un produit de qualité sur le marché. Le poisson, quand on prend dans la pirogue, tu dois d'abord laver. Et si tu veux le sécher ou garder au frais avant de vendre, il faut le mettre au fond du récipient. Ensuite, tu mets la glace dessus. Nous ne savons rien de tout cela. Nous avons bien aimé cette formation. Le poisson, quand on ne l'entretient pas avant de consommer, tu vas contacter la maladie. Maintenant, nous avons eu beaucoup d'expérience par rapport au traitement du poisson. Souvent exposés au risque de maladies respiratoires et oculaires, des conseils ont été aussi donnés à ces femmes pour un processus de fumage plus efficace et moins dangereux pour leur santé. Dans l'actualité encore, dans le cadre de la professionnalisation de l'armée guinéenne, le commandement militaire renforce les capacités de ses hommes et ce, grâce à la coopération avec les forces armées royales marocaines. Des épreuves d'endurance suivies de tests de parachute sont actuellement exécutées sur le terrain. Il s'agit de qualifier davantage les hommes de troupes afin de répondre à toute forme de menace. Reportage adjudant-chef Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire.
En prélude à la campagne de Sopara 2024, les entraînements au sol se poursuivent au bataillon autonome des troupes aéroportées Bata. Depuis 5 jours, ces stagiaires sont soumis à d'instances épreuves d'endurance comme la course, le grimpé, les flexions, les pompes et bien d'autres épreuves. L'enjeu est de les préparer physiquement avant leur largage. Une fois que les experts sont venus, les Marocains, on a fait un test médical qui s'est bien passé. Le test physique final qui a été le circuit, 8 km avec 1500 et 8 km qui s'est passé dans les meilleures conditions aussi. On est pressé même de rentrer dans la danse. Ce qui est fait, c'était le plus difficile selon moi. Mais maintenant, ce qui reste, on va franchir ces étapes-là pour enfin sauter. Piloté par les éléments de la première brigade d'infanterie, parachutistes des forces armées royales, en synergie avec les formateurs guinéens, ces épreuves se déroulent correctement sur le terrain, conformément aux instructions. Les services concernés s'activent pour une meilleure mise en condition opérationnelle des hommes. Nous avons passé un examen médical d'aptitude de tous les militaires présentés. J'ai constaté que le staff médical guinéen a fait du bon travail en amont, ce qui a facilité l'opération d'examiner un effectif de 640 militaires. Merci pour le corps médical de l'armée guinéenne pour sa contribution et bon courage à tous les militaires pour la suite des tests d'aptitude physique. Nous avons entamé la deuxième phase du stage, celle de l'instruction au sol au profit des militaires retenus à l'issue de la visite médicale d'aptitude TAP et les tests physiques. Durant cette phase, les stagiaires vont subir un entraînement spécifique qui leur permettra d'acquérir les automatismes et les réflexes nécessaires pour l'exécution des sauts en toute sécurité. Dans les jours à venir, les opérations de largage vont débuter sur le terrain. Cette 5e campagne de Sopara traduit l'excellence des relations de coopération militaire entre la Guinée et le royaume chérifien. On va parler maintenant de la protection des enfants. Les acteurs sur le plan national dressent le bilan en matière de la protection de cette couche sensible. Le combat est piloté par SOS Village d'enfants. La démarche vise à accompagner le gouvernement dans la protection des tout-petits. Omer de Camara. Ces acteurs de la protection des enfants, à l'unisson, partagent des résultats de bilan, des réalisations en faveur de la protection des enfants. L'exercice est piloté par les communautés et les organisations d'enfants, accompagnées par les structures du système de protection des enfants sur tout le territoire national. À ce jour, nous accompagnons dans les différentes zones d'intervention réunies environ 5000 bénéficiaires directs dans plus de 850 ménages dirigés par près de 1000 parents et tuteurs, dont environ 833 femmes. Je suis très impressionnée et très heureuse de voir autant d'activités réalisées en seulement 2 ans de travail. Et je pense que ce genre d'initiative ne peut que nous pousser vers l'avenir, vers l'ambition que nous les enfants nous souhaitons, genre l'épanouissement de chaque enfant dans la société. De Zérekouré à Kankan en passant par l'Abbé et la capitale Conakry, toutes ces zones ont été prises en compte par le partenaire SOS Village d'enfants dans le cadre de ce projet d'envergure en faveur du respect des droits des enfants. À partir des activités que nous avons menées sur le terrain, par la sensibilisation, les causeries éducatives et l'organisation des journées d'assainissement et d'information. Au niveau des activités éducatives parentales, nous avons 15 623 personnes touchées. Et là, quand ces personnes sont touchées et ils connaissent la réalité du terrain, ils connaissent leurs propres problèmes, c'est à eux de décider la réalisation de ces activités. La promotion des droits de l'enfant et la protection contre toutes les formes de violence sont au centre des priorités du gouvernement, conformément aux grandes orientations de son Excellence, le général d'armée Mamadi Doumbouya, à travers le département en charge de la promotion féminine de l'enfance et des groupes vulnérables. Cette rencontre de partage des résultats des bilans de la protection des enfants s'étend sur la période 2022-2024 et connaît un accompagnement financier de son partenaire SOS Monde Luxembourg. On en
vient maintenant à ce nouveau marché qui permet aux jeunes entrepreneurs de s'épanouir et de lutter contre le chômage. Le commerce en ligne, puisqu'il s'agit de lui, mobilise beaucoup de personnes à travers le monde. Des jeunes Guinéens viennent même de prendre part à une rencontre en Malaisie sur le marketing réseau. De retour au pays, il restitue les connaissances reçues à plus de 2000 personnes. Abdul Karim Kamara. En Guinée, les boutiques en ligne prennent progressivement la place des magasins traditionnels. Ce type d'entrepreneuriat est aujourd'hui en phase avec la politique du CNRD dans la création d'emplois, une manière de lutter contre le chômage. Tout récemment, des jeunes Guinéens ont représenté leur pays en Malaisie à la Convention mondiale sur le marketing réseau appelée VICON. Ici, au Palais du Peuple, la restitution de cette aventure est faite à l'adresse de ces jeunes férus de e-commerce. On est parti là-bas, on a eu plein de formations et on a vu beaucoup de gens qui ont réalisé dans la compagnie. Ce qui m'a encore plus motivé, c'est parce que j'ai vu beaucoup de gens là-bas qui ont réalisé des rêves que moi-même je veux réaliser. Cela arrive à un moment où les professionnels du marketing relationnel en Guinée, en synergie avec l'État, s'activent à réglementer le secteur. Un nouveau marché qui fait la fortune de nombreux entrepreneurs. J'ai eu un sentiment de courage et de confiance en soi parce que nous avons eu un facilitateur qui a fait un témoignage poignant, que moi-même je me suis retrouvé dedans. Et j'ai pris une grande décision. Moi aussi, je ferai en sorte que beaucoup de Guinéens changent leur vie à travers cette activité. À l'occasion de cette restitution, des formateurs venus d'autres pays sont invités dans le cadre d'un renforcement de capacité. Et je me suis lancé comme ça en marketing des réseaux et aujourd'hui, ça me permet de vivre toute ma vie, ça me permet de vivre des rêves aussi grands et aussi fous. Et aujourd'hui, je peux conseiller toute la population guinéenne. On peut entreprendre en marketing des réseaux et devenir quelqu'un à succès et vivre la liberté financière. Comme ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance d'être en Malaisie, et on a décidé vraiment d'organiser cette retransmission pour que ceux qui ont été déjà vont transmettre ce que j'ai appris là-bas à ceux qui sont là. Plus de 2000 nouveaux jeunes entrepreneurs en ligne venus de Conakry et de l'intérieur du pays ont pris part à cette rencontre de restitution sur le marketing réseau piloté par Infinity Millennials Guinée. Un mot de sport avec en plus bref et en image le CELI national de Guinée qui est arrivé hier à Dar Salam. Notre équipe doit affronter l'équipe tanzanienne demain. Une rencontre importante que les joueurs guinéens préparent activement et qu'ils comptent bien sûr remporter. Bonne chance donc au CELI national de Guinée. Et puis mesdames et messieurs, la mission de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution se poursuit à l'intérieur du pays. Vous suivrez après ce journal les étapes de Bofa, Labé et Beila. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et je vous retrouve très vite pour d'autres actualités de la Guinée. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Et je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.